Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. On est évidemment très heureux de vous recevoir ce soir au sein des locaux du Hub Institute pour ouvrir la deuxième saison de ce cycle B2B Marketing. Alors, durant la première saison, on a évoqué l'ensemble des points, des éléments, des chantiers qui étaient liés à la transformation du marketing B2B, puisque lui aussi, ce marketing B2B doit se transformer à l'image de la transformation importante que connaissent d'ailleurs tous les métiers au sein des entreprises, et en particulier les métiers du marketing, de la communication. Et puis, lorsqu'on s'est posé la question du fil rouge à tirer tout au long de cette année 2020, on s'est dit que la logique, au-delà de cette transformation du marketing, c'était bien de parler client, puisque, entre autres transformations, le marketing aujourd'hui, s'il n'est pas résolument centré sur le client, eh bien le marketing, il n'est plus. Et nous allons donc, tout au long de cette année, tirer ce fil rouge. Alors évidemment, avant de démarrer, j'en profite pour remercier celui qui a été avec le Hub Institute à l'initiative de ce cycle B2B Marketing, Franck Chenet, et vous verrez, il sera tout à l'heure sur scène et il participera à une table ronde. J'en profite aussi pour remercier le sponsor de ce cycle, Orac, qui était déjà le sponsor en 2019 et qui continue à nous accompagner, à nous aider à développer ce cycle à travers ses propres partages d'expériences, de bonnes idées, à l'image évidemment de tout ce que les intervenants aujourd'hui et lors des prochains Hub Talk feront, bien entendu. Alors, comme en 2019, je vous propose de faire une petite ouverture. Je vais essayer d'être rapide. Vous allez le voir ce soir, on a un panel d'intervenants assez exceptionnel et je ne voudrais donc pas leur prendre trop longtemps la parole. Et donc l'enjeu, c'est de mettre un peu en perspective cette question de la relation client, de l'expérience client en B2B. On ne peut pas parler de transformation de la relation client et de l'expérience client en B2B sans remettre en perspective les enjeux de transformation du marketing. Alors si vous pensiez qu'en 2020, vous tous, vous toutes, professionnels du marketing, professionnels de la communication, si vous pensiez que vous alliez enfin pouvoir un peu vous poser, après un peu plus de 10 ans de transformation des pratiques, du métier, de la vision stratégique, induite naturellement par l'arrivée, l'immersion du digital dans le marketing et l'ensemble des enjeux marketing et communication. Donc si vous pensiez pouvoir vous reposer, je suis désolé, je vais vous dire qu'il va falloir faire tout le contraire, puisque en 2020, les professionnels du marketing vont devoir continuer à combiner évolution et révolution. Et je dirais même que la transformation que nous avons tous connue depuis 10 à 15 ans va certainement continuer à s'accélérer. Alors pourquoi est-ce qu'elle va continuer à s'accélérer ? D'abord parce que nous sommes au carrefour d'une multitude de facteurs de disruption qui impactent directement les pratiques, l'environnement métier des marketeurs. Des disruptions sociétales, des disruptions technologiques, une problématique de remise en cause de la confiance des individus, que ce soit en B2C, en B2B, à l'égard des entreprises ou à l'égard des marques, une multitude de facteurs donc qu'il va falloir combiner intelligemment pour continuer à être performant. Évidemment, dans ce contexte d'accélération de la transformation, il va falloir être plus que jamais connecté à ses clients. Ça tombe bien, c'est le cœur des sujets que nous allons développer tout au long de cette année et en particulier lors de cette soirée. Évidemment, ça paraît une évidence, il va falloir continuer à cultiver un mindset digital qui permette d'être au rendez-vous de l'ensemble des enjeux organisationnels, humains, technologiques, avec une vraie difficulté pour tous les professionnels du marketing au sein des entreprises dans lesquelles ils évoluent, c'est de relever ce défi d'une dette technologique, humaine, financière, qui ne cesse de se creuser. On a tous, je pense, un peu l'impression de voir un train qui va de plus en plus vite et des wagons qui s'éloignent de notre capacité à prendre en charge l'ensemble des projets qui nous sont proposés. Et puis, dans ces conditions, il va falloir continuer à faire évoluer sa façon de travailler, sa façon de collaborer, tant en interne qu'en externe d'ailleurs. En fait, les professionnels du marketing sont confrontés à une forme de paradoxe. C'est le paradoxe d'un marketing de masse individualisé. Évidemment, pour être performant,
Il faut continuer à attirer l'attention d'audiences larges et en même temps, il faut relever ce défi de la personnalisation, de l'ultra-personnalisation, de la contextualisation des interactions, de l'individualisation de la relation. Et cet enjeu d'un marketing de masse individualisé, qui était finalement un fantasme, et qui a été pour tous les professionnels du marketing un fantasme pendant une vingtaine d'années, est en train de devenir une réalité. Pourquoi est-ce que c'est en train de devenir une réalité? Tout simplement parce que les technologies sont enfin en place pour permettre de passer à l'échelle ce que l'on a jusqu'à présent plutôt eu tendance à tester ou à développer à travers des POC. Oui, aujourd'hui, on peut industrialiser réellement une expérience, une relation client ultra personnalisée, individualisée. C'est un des enjeux de la plupart des entreprises, qu'elles soient encore une fois dans un environnement B2C, un environnement B2B. En fait, il faut prendre en compte plusieurs boosters, plusieurs accélérateurs de la transformation des pratiques métiers. Si on veut s'orienter, être orienté client, il faut finalement passer du monde du client au monde de l'utilisateur pour comprendre les comportements, les usages, les évolutions de ces usages, les contraintes liées à l'évolution de ces usages. Il faut penser non plus seulement communication publicitaire, mais il faut aussi penser contenu à valeur ajoutée. Et finalement, puisque le mot expérience est un mot-clé central dans le cadre de ce cycle, il faut aussi passer à des plans médias qui combinent effectivement des logiques d'activation historiques, traditionnelles, mais qui vont être capables d'immerger vos cibles, quelles qu'elles soient, dans une nouvelle forme d'expérience à l'égard de l'entreprise et à l'égard de la marque. Et si vous voulez être en mesure de faire ça, il faut adapter son écosystème, y compris son écosystème technologique, en prenant en compte tous les ressorts, tous les leviers que la data offre aujourd'hui aux professionnels du marketing, en ayant une vision de contenu parfaitement adapté, individualisé, contextualisé, et en mettant en œuvre les outils permettant de relever ce défi. Et enfin, en adoptant une posture en matière de planning stratégique et donc de média planning que je qualifierais d'augmenter. L'enjeu du planning stratégique aujourd'hui, c'est plus seulement d'appréhender les tendances, les évolutions à travers une vision prospective, mais c'est également d'avoir une véritable approche channel planning, techno planning, au-delà du planning stratégique traditionnel, pour combiner l'ensemble des éléments qui permettent de relever tous ces différents défis. Et bien entendu, plus que jamais, ça paraît une évidence, le client doit être positionné au centre de toutes les préoccupations. On a définitivement basculé d'un marketing originellement product-centrique à un marketing client-centrique. Pour le faire, il ne suffit pas d'être dans l'injonction, il faut mettre en place un certain nombre d'ingrédients qui permettent de relever tous les défis de ce marketing orienté client. Et avant toute chose, il y a un élément clé qu'il est important d'affirmer dès aujourd'hui, et c'est un élément qu'on tirera tout au long de cette année de ce cycle B2B marketing. Si vous ne mettez pas en place les conditions d'une culture client réellement optimale, performante au sein de l'entreprise, vous ne réussirez pas à développer une relation, une expérience client performante. Ça veut dire quoi la culture client? D'abord, cette vision client, cette logique qui est de considérer le client au centre de l'ensemble des stratégies et des exécutions, de l'architecture d'exécution de ces stratégies. Si le client n'est pas au centre, ça ne marche pas, mais pour que le client soit au centre, il va falloir que l'ensemble des investissements, la vision stratégique, viennent d'en haut. Si le top management n'est pas convaincu de l'importance de placer le client au centre de toutes les préoccupations, vous aurez énormément de mal à faire évoluer l'ensemble des pratiques. La deuxième condition, c'est le décloisonnement. La voix du client doit se retrouver à tous les niveaux de l'entreprise. Et le décloisonnement passe, entre autres, par la capacité que vous aurez à fluidifier la circulation des données liées à ce client. Toutes les parties prenantes de l'entreprise, toutes les forces vives de l'entreprise doivent être en mesure d'avoir la même vision des problématiques, des contraintes et des attentes des clients. Et enfin, la troisième condition, c'est l'engagement. Évidemment, si cette logique de
d'identification du client comme un élément central de la performance de l'entreprise vient d'en haut. Il faut aussi porter cette bonne parole, la matérialiser à travers des actes concrets qui permettent à chacun dans l'entreprise de s'engager réellement pour mettre au service leur investissement, le temps, les moyens, les outils qu'ils consacrent à cet objectif d'amélioration de la performance client de façon globale. Je vais vous poser une première petite question pour vous permettre d'appréhender votre propre vision de ce qu'est cet enjeu de relation, d'expérience client dans l'entreprise. Est-ce que vous êtes tous connectés à Bicast ? Si vous êtes connectés, normalement, vous devez être en mesure de pouvoir répondre à cette question. Selon vous, quel est le taux moyen de satisfaction client des grandes entreprises du B2B ? 71%, 82%, 89% ou 95%. Si jamais vous n'êtes pas connecté, vous avez aussi la possibilité d'y réfléchir. Alors, 71%, pour l'instant c'est le chiffre qui a la corde, 82, 89, 95, finalement vous n'êtes pas très optimiste. Et on parle bien de satisfaction client, qui est une des composantes de l'évaluation de la performance client, composante souvent un peu réductrice. Alors, c'est pas la majorité qui gagne, pour une fois, parce que souvent c'est la majorité. En moyenne, dans les entreprises, 89% des clients considèrent être satisfaits de l'ensemble des services qui leur sont rendus. Alors, c'est comme toujours la même chose, tout est question de référentiel. 89%, ça peut sembler élevé. Maintenant, il faut savoir qu'on observe des vraies disparités selon les filières. On observe des vraies disparités selon les pays. Aux États-Unis, ce taux moyen, il monte à 96%. Donc quand on est à 89%, on n'est pas forcément au top du top. Et souvent, en plus, un niveau de satisfaction qu'on peut considérer comme élevé, en l'occurrence 89%, cache un certain nombre de choses qui induisent, certes, de la satisfaction dans le quotidien, à court terme, mais n'induisent pas forcément la capacité du client à être fidèle à l'égard de l'entreprise. Alors, en l'occurrence, ce qu'il faut bien intégrer aussi, c'est que quand on parle d'expérience client, on ne parle pas forcément de la même chose que lorsqu'on parle de relation client. Tout au long de cette année, c'est un sujet qu'on approfondira pour bien mettre en évidence les différentes étapes de ce que j'appellerais globalement la performance client. Pourquoi ce n'est pas tout à fait pareil ? D'abord parce qu'avant de parler expérience client, il faut d'abord être en mesure de proposer un service irréprochable. Tant que vous n'êtes pas au rendez-vous de cette capacité à proposer un service irréprochable, vous ne serez pas en mesure d'alimenter l'expérience client qui est la seule capable de générer ce qu'on appelle souvent en B2C l'enchantement, mais qui peut se retrouver en B2B, notamment dans un niveau de confiance particulièrement élevé, permettant de transformer la satisfaction en fidélisation. La deuxième différence, c'est que finalement, le service client n'est qu'une des composantes de l'expérience client. L'expérience client est composée à travers une multitude d'ingrédients. Et pour atteindre l'enchantement, s'il faut être au rendez-vous du service client, il faut être aussi capable de mettre en œuvre un ensemble d'autres process d'ingrédients permettant de créer cet enchantement. Et le dernier élément, c'est que la personnalisation dont on parle, dont on va bien entendu parler beaucoup, qui s'appuie sur des outils, qui s'appuie sur des stratégies de prise en compte des attentes et des contraintes des clients, mais finalement, la personnalisation n'est qu'un ingrédient de l'expérience client. Parler d'expérience client, c'est également parler de considération, de capacité à donner du sens à la collaboration qui existe dans la durée entre l'entreprise et ses clients. C'est la capacité aussi à s'appuyer sur les valeurs de l'entreprise pour aller au-delà justement de la simple dimension relationnelle et servicielle. Tout ça pour matérialiser
un premier élément de conclusion, et j'imagine que lors des différentes interventions, les personnes qui seront sur cette scène auront l'occasion de rebondir, c'est qu'il ne suffit pas aujourd'hui à une entreprise de revendiquer d'être customer-centrique, c'est souvent le cas. Il faut avant tout mettre en œuvre un ensemble de moyens, il faut le faire, et surtout ce qui est important, c'est la façon dont on va mettre en œuvre ces moyens, les outils qui vont permettre d'aller au bout de cet objectif de performance client. Une deuxième petite question, dans la continuité de ces éléments de différenciation entre la relation et l'expérience client. Puisque l'expérience client doit aussi s'appuyer sur la capacité de l'entreprise à développer des interactions à valeur ajoutée, y compris en s'appuyant sur des communautés impliquées, actives. À votre avis, quelle est la part des entreprises B2B qui disposent aujourd'hui d'une communauté active ? 10%, 18%, 25% ou 34%? C'est amusant parce que là aussi, finalement, vous êtes assez pessimiste, puisque la part des entreprises qui disposent d'une communauté active est aujourd'hui de 34%. Ce qui prouve que ces enjeux d'intégration du client dans un ensemble de dispositifs permettant de créer de nouvelles interactions, aujourd'hui est déjà intégré et certainement va constituer un des piliers du développement des logiques stratégiques et des logiques opérationnelles de développement de cette performance client. Juste pour finir, puisqu'on parle de communauté active, puisqu'on parle de relations clients, puisqu'on parle d'expérience client, il y a certainement une chose qui a changé en profondeur ces dernières années, c'est qu'aujourd'hui, les marques ne sont plus dans une relation verticalisée, mais parfaitement horizontale, et on a réussi à relever ce défi de la relation horizontalisée entre les marques et leurs cibles qu'à partir du moment où on transforme une communication descendante en conversation. Pour alimenter cette conversation qui booste potentiellement la performance de l'expérience client, moi je vous propose 4 pistes de réflexion. Ce ne sont pas des pistes exhaustives et ce sont des pistes que l'on creusera à la fois ce soir et lors des prochains Uptalk. La première piste, c'est que définitivement, il faut dépasser les logiques de segmentation quantitative fondées sur simplement des critères sociaux des mots. Il faut arrêter les stéréotypes. Aujourd'hui, les décideurs n'ont pas forcément plus de 40 ans. Les décideurs ne sont pas forcément des hommes en B2B. Il y a aussi de plus en plus de femmes. Les décideurs ne sont pas forcément en B2B des acteurs dont la digitalisation reste limitée, c'est complètement faux. En B2B aussi, on a une montée en puissance des décideurs, par exemple millennials. En fait, l'enjeu, c'est de considérer qu'avant toute chose, il faut comprendre les comportements et les usages et qu'il faut donc dépasser la vision uniquement quantitative, sociodémographique, qui reste encore généralement majoritairement utilisée dans les entreprises du B2B. Deuxième suggestion, le digital a ouvert une multitude de possibilités d'interaction entre l'entreprise et ses différentes cibles, ses différents publics. Mais il faut bien intégrer aussi que le digital a ouvert en fait la revendication par les publics d'une entreprise de leur autonomie par rapport à une logique historiquement dans laquelle la relation se construisait avant tout entre un individu qui était un commercial et sa cible qui était le client. L'une des composantes de l'expérience et de la capacité aujourd'hui à créer un enchantement au sein de cette expérience, c'est justement la capacité de l'entreprise à donner de l'autonomie à ses clients et de développer une réelle valeur ajoutée à travers une relation d'homme à homme à partir du moment où le client considère que c'est indispensable, utile, nécessaire. La troisième piste, c'est que, évidemment, comme en B2C, aujourd'hui, on ne peut plus imaginer développer une vision client qui ne soit pas omnicanal, cross-device, par définition beaucoup plus complexe qu'elle ne l'était avant, et qui doit s'appuyer sur le décloisonnement des métiers, le décloisonnement des outils, et notamment, entre autres, une culture éprouvée de la donnée et de son activation au sein de l'entreprise.
Et une dernière suggestion, je ne peux pas m'empêcher de vous la faire, y compris au regard de mes activités au sein du groupe BVA, c'est de penser la mesure de performance client autrement que par le prisme unique de l'indicateur de satisfaction client. C'est un indicateur froid, réducteur, qui ne permet pas de comprendre tous les enjeux de développement de la performance client, qui ne permet pas généralement de prendre en compte la dimension émotionnelle, la dimension de confiance, la dimension de recommandation. Et heureusement, on a aujourd'hui dans notre besace une multitude d'outils qui permettent non pas de mesurer la satisfaction client, mais la qualité de l'expérience client et de son développement. Voilà 4 suggestions. On pourra tirer le fil au fur et à mesure des Uptalks tout au long de l'année de ces suggestions et d'autres que vous nous ferez aussi, pourquoi pas. Juste une conclusion. C'est Mike Webster, qui est vice-président senior de Oracle Retail, qui dit, je trouve quelque chose d'intéressant, évidemment, qui s'applique plus aux environnements B2C, mais qui a tout son sens aussi dans les environnements B2B. Chaque expérience positive constitue un nouveau référent qu'une marque se doit de prendre en compte pour continuer à prospérer. Autrement dit, les enjeux concurrentiels se situent aujourd'hui aussi directement sur ce champ de l'expérience et de l'enchantement de vos clients en B2B.